petit dessin que tu auras croqué. Mais pour la suite, j'ai donc donné la parole à Nora Alopé, Ophélie Poulet et Esteban Celada du collectif Guatemala, qui vont nous parler un peu de leur mission, de l'intervention civile de paix dans ce pays, et du contexte. Et voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole. À vous de jouer. Merci beaucoup Mathieu et tout le monde ici présent. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, mais j'ai eu 2 secondes de stress intense puisque mon micro ne fonctionnait plus, mais c'est bon. Mais merci à tout le monde pour cette organisation, particulièrement à vous, Non-Violence 21, Mathieu, Prune, toute l'équipe. Et puis, bonjour à tous et toutes. On est très heureux ici d'être avec vous, le collectif Guatemala. Donc, en effet, moi, je suis Nora, la coordinatrice du collectif Guatemala. Pour vous resituer très brièvement le collectif Guatemala, c'est une association qui est née en 1979, dont l'objectif principal est le soutien justement aux organisations de droits humains et au mouvement social et autochtone guatémaltèque dans leur effort pour construire un état de droit. Et le collectif a plusieurs axes d'intervention. Un premier qui est la sensibilisation et l'information du public français ici en France, donc sur la situation socio-politique au Guatemala à travers des projections, publications, conférences, etc. Ensuite, un deuxième axe qui est l'appui direct aux organisations de la société civile guatémaltèque, dont on reparlera juste après. Et un dernier axe qui est le plaidoyer et des actions interassociatives avec nos différents réseaux pour former, sensibiliser les différentes autorités, organisations sur les questions de droits humains au Guatemala. Donc aujourd'hui, justement, je suis accompagnée par Ophélie, qui va se présenter juste après pour notamment se concentrer sur un des axes du collectif, qui est celui de l'accompagnement international ou de l'intervention civile de paix. On m'a aussi dit que si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera peut-être à la toute fin de prendre une question. Et sinon, on est parti pour une quinzaine de minutes de discussion avec Ophélie. Et puis en dernière partie, Esteban, qu'on est très heureux d'avoir avec nous, pourra justement parler un petit peu de son combat et des difficultés en ce moment au Guatemala, mais ce sera en dernière partie de discussion. Du coup, Ophélie, c'est chouette de te voir. Est-ce que tu veux te présenter brièvement et puis parler, nous expliquer un petit peu justement ce qu'est l'accompagnement international au Guatemala et nous parler de ce projet. J'en profite pour mentionner aussi que justement tu es toi-même une des observatrices et accompagnatrices en ce moment au Guatemala. Je te laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? Juste pour être sûr. Oui, super. Bonjour et merci donc de me recevoir dans cet espace. Donc, je suis Ophélie, actuellement bénévole pour le collectif Guatemala et ancienne volontaire d'Acoguaté, maintenant depuis juste une petite semaine que je viens de terminer le contrat avec Acoguaté. Donc, avec Acoguaté, j'étais accompagnatrice aux défenseurs des droits humains. Donc, pour savoir un peu, les défenseurs des droits humains, ce sont des personnes qui se trouvent en danger pour leur sécurité en raison donc des combats qu'ils mènent pour la démocratie et contre l'impunité. Ces défenseurs des droits humains, ils luttent notamment pour l'accès à la justice et notamment l'accès à la justice transitionnelle, donc tout ce qui est reconnaissance de génocide, de crimes contre l'humanité, qui se sont notamment déroulés lors du conflit armé interne qui a eu lieu entre 1960 et 1996. Et aussi, les défenseurs des droits humains, ce sont des personnes qui défendent des terres et territoires contre notamment des entreprises multinationales énergétiques. Donc, j'accompagnais ces défenseurs des droits humains de manière physique. Donc, je les accompagnais à des réunions, des audiences, à divers endroits pour assurer leur sécurité. Et je faisais également de l'accompagnement politique, donc tout ce qui est plaidoyer auprès de différentes institutions comme la police, le procureur des droits humains, l'ONU, les ambassades et également donc
de la communication sur les droits des défenseurs des droits humains et sur leurs problèmes de sécurité, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et aussi sur le site web d'Acoguaté et du collectif Guatemala. Et donc, parmi notre mandat, on accompagnait donc, ces défenseurs en respectant notamment les principes de non-ingérence, de non-interventionnisme, de non-partisan et de non-violence. Voilà un peu de manière générale une petite présentation de Acoguaté et de mon travail auprès d'Acoguaté. Je te laisse la parole, Nora. Oui, merci pour cette présentation et peut-être partager que le projet Acoguaté a été créé en 2000 à l'initiative de plusieurs comités internationaux, dont fait partie le collectif Guatemala, qui est le comité français, avec d'autres comités, notamment à l'heure actuelle un comité québécois, un comité suisse, autrichien et allemand, entre autres. Comités qui ont participé par le passé. Et justement, Ophélie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte actuel au Guatemala qui a rendu plus complexe les missions d'accompagnement international auprès des défenseurs, défenseuses qui sont accompagnés par Acoguaté? Est-ce que tu peux nous parler donc un peu du contexte et puis mentionner les difficultés, l'impact que ça a sur l'accompagnement international dans ce contexte? Oui, alors oui, c'est sûr, le contexte actuel au Guatemala, il est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de peur et d'appréhension de la part des défenseurs des droits humains, même de la population également, notamment parce que l'année qui va venir, donc en 2023, il va y avoir les élections présidentielles. Donc ces élections présidentielles, elles ajoutent à un contexte difficile de base. Donc, pour vous donner un peu des idées de manière générale, par exemple, il y a des juges qui sont criminalisés et qui sont obligés de délaisser leurs fonctions donc, pour éviter la prison ou, voire pire, l'assassinat parfois. Donc, par exemple, il y a le juge Galvez, qui est un juge connu pour des affaires parce qu'il travaille dans des cas de justice transitionnelle, notamment avec la fameuse affaire du Diario Militar. Et donc, ce juge a dû fuir au Guatemala, au Costa Rica et délaisser donc le Guatemala et les affaires de justice transitionnelle. Il y a également l'ancien procureur des droits humains, Jordano Rodas, qui a dû, pareil, partir au Salvador après avoir délaissé sa fonction. Et il a été remplacé par José Alejandro Córdoba Herrera, qui lui fait partie de la liste de Engel. Donc, pour vous dire un peu ce que c'est cette liste, c'est une liste qui a été établie par les États-Unis où ils ont mis dans cette liste 55 personnes qu'ils considèrent comme des personnes politiques et judiciaires d'Amérique centrale qui sont donc dites corrompues, voire affectant la démocratie. Également, on peut parler des attaques à la presse. Donc, la volonté de supprimer la liberté d'expression est importante en ce moment, avec notamment, par exemple, le directeur del Periódico, un journal important au Guatemala, donc José Rubén Zamora Marroquín, qui lui a été donc arrêté et mis en prison actuellement. Et de manière plus spécifique liée à nos cas, je parlerai donc des problèmes de délogement violents et illégaux qui ont lieu dans les communautés autochtones, donc notamment vers Chiquimula, pour ceux qui connaissent un petit peu le Guatemala. Également, au niveau de la justice, les processus judiciaires en matière de justice transitionnelle, il y en a très peu qui avancent, avec des attentes d'audience depuis plusieurs années. Et donc, l'objectif sous-tendu, on entend bien, c'est d'attendre que les victimes du conflit armé interne meurent de vieillesse, puisque un grand nombre sont assez âgés. Quand les audiences en matière de justice transitionnelle ont lieu, on voit des incidents de sécurité, notamment des menaces, des violences, des intimidations donc, qui se déroulent autour des audiences. Et plus récemment, on a pu constater que en fait, carrément, les audiences en matière de justice transitionnelle
ont cessé d'avoir lieu et ont été reportés, notamment depuis le mois de juillet, ultérieurement à des dates inconnues, avec comme excuse souvent nommée le manque de salles disponibles en fait, pour l'audience, alors que ce sont des audiences prévues depuis des mois. Il y a aussi donc des atteintes à l'environnement et aux droits des communautés autochtones par les nombreuses entreprises énergétiques qui donc, entre guillemets, volent les ressources des communautés autochtones puisqu'elles n'effectuent pas la consultation communautaire qui est normalement obligatoire et qui a été établie par les textes internationaux. Également, on peut mentionner le patriarcat qui est très important au Guatemala et qui touche donc davantage encore les femmes défenseuses des droits humains. Et on peut parler encore des menaces et intimidations, des violences, des criminalisations connues par tous les défenseurs des droits humains au Guatemala. Et d'ailleurs, à cet effet, on peut parler du lundi 5 décembre dernier, où il y a eu un Tereso Carcamo Flores de Codeca, qui est une résistance paysanne qui a été donc assassinée. Donc, c'est dans ce contexte pessimiste, en fait, que Akoguaté a connu aussi une criminalisation depuis le 12 octobre 2021 dernier. Donc, Akoguaté participait, enfin, les observateurs ont participé à une marche pacifique au cours de laquelle il y a eu donc un déboulement de statut. Et donc, à la suite de ça, Akoguaté a été criminalisé et accusé d'avoir atteint au patrimoine culturel par Guatemala Inmortal, qui est donc une association d'extrême droite. Donc, suite à cette criminalisation, on peut dire qu'il y a eu vraiment des conséquences importantes, puisque l'équipe sur place a dû partir en urgence, que l'équipe qui a remplacé cette équipe sur place a agi comme elle le pouvait, mais n'a pas pu effectuer le mandat dans son ensemble, puisqu'elle ne pouvait plus visibiliser correctement les défenseurs des droits humains, étant donné qu'elle était criminalisée, enfin qu'on était criminalisé directement. Également, ça a empêché le nouveau coordinateur général d'Akoguaté de s'inscrire au REPERO, qui est un fichier qui permet donc d'officialiser les ONG et d'assurer donc la représentation institutionnelle. Et donc, ça a empêché donc les accompagnateurs, dont moi, de faire les accompagnements pendant un certain nombre de temps. Et donc, cette criminalisation, on peut dire, elle a conduit à donc, des difficultés pour remplir le mandat tel qu'il était établi. Et on peut aussi nommer la guerre en Ukraine qui a conduit à une mobilisation des fonds financiers vers d'autres objectifs, donc notamment voilà, la guerre en Ukraine, la prise en charge des réfugiés ukrainiens. Et donc, ça a poussé un de nos financeurs majeurs à se retirer du projet d'Akoguaté. Et donc, d'ailleurs, on peut dire entre parenthèses qu'il y a pas mal de défenseurs des droits humains qui sont en lien avec la justice transitionnelle qui ont également vu leur financement réduit depuis cette année notamment. Et donc, pour revenir à Akoguaté, on a perdu un financeur majeur et ça a conduit au fait qu'on a dû revoir notre stratégie puisqu'on ne peut plus assurer l'accompagnement des défenseurs des droits humains comme on le faisait auparavant. Et donc, face à ça, nous, on a décidé d'analyser un petit peu les besoins et les problèmes d'insécurité des différents défenseurs des droits humains que l'on a accompagnés, afin d'essayer de transmettre les cas les plus importants et les plus en danger à d'autres associations d'accompagnement. Mais malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que ces autres associations d'accompagnement sont minimes aussi au Guatemala et sont aussi impactées par des problèmes en matière de ressources humaines et financières pour accepter donc tous les cas qu'on souhaitait qu'elles prennent en charge. Voilà. Merci Ophélie, c'est pour ce panorama très complet de temps. C'était important aussi pour nous justement face à ces difficultés que Ophélie a évoquées en termes de conjoncture au Guatemala et tous les impacts sur les combats menés par les différents défenseurs, défenseuses des droits au Guatemala, de laisser la parole justement à une personne concernée. Donc on est en présence de Esteban Celada. Buenas tardes Esteban, gracias por estar con nosotros. Donc on va lui laisser la parole. Esteban va s'exprimer en espagnol et puis on fera la traduction phrase par phrase. Esteban estaba diciendo para introducirte que pues vas a hablar en castellano y que haremos la traducción. Entonces, para esto te proponemos
hablar por frases cortos para que luego yo pueda traducir poco a poco. Y te estaba agradeciendo por estar con nosotros y nosotras, que es muy importante también para pues poder darte la palabra. Entonces, pues te dejo la palabra, je te laisse la parole pour te présenter et nous parler aussi des difficultés que tu rencontres toi dans tes combats en ce moment, presentarte y para poder explicarnos un poco también cómo estás viviendo, ¿no? este momento, esta coyuntura. Muchas gracias, adelante. Saludos a todas y todos. Gracias, Nora. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Esteban Celada y soy defensor de derechos humanos. Principalmente, pues he formado parte de varias instancias de derechos humanos, como lo es la Red de Litigio Estratégico de la OACDH y el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura. Mon nom est Esteban Celada, je suis défenseur des droits humains. Je fais partie de plusieurs organisations, notamment de, si puedes repetir la primera red. Sí, de litigio estratégico, la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico de l'OACNUD. Donc le groupe stratégique contre les litiges. Bon, c'est un peu compliqué cette petite traduction non préparée. Et donc de l'ONU et le groupe contre les tortures. Voilà, on écrira dans le chat peut-être en même temps les noms des traductions. Te dejo seguir. Comentarles que para contextualizar un poco mi trayectoria y mis luchas, principalmente han sido por trabajar por el acceso a la justicia de personas y la lucha contra la impunidad. Pour contextualiser un petit peu mes luttes, mon travail principal a été de travailler comme conseiller juridique, notamment contre les questions d'impunité. En países como Guatemala, la violencia estructural, y hablo sobre todo de la violencia en contra de los pueblos originarios, de las mujeres, de la niñez, de los periodistas y de defensores de derechos humanos, no solo es una cuestión del pasado, sino que ahora vuelve al presente. Il faut savoir que le Guatemala est un pays qui concentre beaucoup de violences structurelles, de violences contre les peuples autochtones, contre les femmes, contre les enfants, de violences contre les journalistes et contre les défenseurs des droits. Y de esa cuenta es que hemos acompañado casos de justicia transicional y de cada una de las violencias. Y pues en ese recorrido nos hemos encontrado con diferentes desafíos que tienen que ver con el contexto de corrupción y de impunidad en Guatemala. Et donc, les différents réseaux dans lesquels je suis impliquée, nous avons accompagné autant de cas de justice transitionnelle pour l'accès à la justice qui, justement, permettent de rendre compte de ces différentes formes de violence mentionnées juste avant. Es importante tal vez mencionar que lo único que al final estas poblaciones han pedido al Estado de Guatemala es justicia, y eso es lo que ha sido y ha significado el recorrido que nos ha puesto en peligro a muchos y a muchas, a las propias víctimas, a quienes acompañamos a las víctimas, que también nos ha convertido en otro tipo de víctimas, e incluso a los operadores del sistema de justicia.
C'est important de mentionner que finalement, la demande principale du peuple guatémaltèque est d'exiger justice, d'obtenir justice, et que c'est cette propre demande qui a elle-même justifié de revictimiser les victimes en quête de justice, elles-mêmes en danger pour leur combat. Voilà. Adelante. Los casos emblemáticos han significado oportunidades para desensamblar y desestructurar estas situaciones, y eso ha hecho que al día de hoy el sistema de justicia sea un campo de batalla, sea una herramienta para cometer violaciones a derechos humanos en contra de quienes transitamos por el sistema de justicia, y con el fin de silenciarnos, de que no se sepa la verdad de lo que está sucediendo en Guatemala y de castigarlos a quienes nos atrevemos a alzar la voz. Donc, ces quêtes et luttes pour accéder à la justice, elles se sont articulées autour de cas emblématiques qui ont été des opportunités justement pour visibiliser les demandes de justice du peuple guatémaltèque. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce propre système de justice qui est attaqué, jusqu'aux opérateurs de justice, ça Esteban l'a mentionné juste avant, qui sont attaqués eux-mêmes. Et donc la justice est devenue un champ de bataille à proprement parler. Et l'objectif étant de venir, en tout cas, faire taire toutes les personnes qui exigent justice, jusqu'à même les punir pour ces demandes et ces exigences d'accéder à la justice. La forma de silenciarnos ha sido varias. La verdad es que yo contarles de experiencia propia que es difícil trabajar en la defensa de los derechos humanos en constante acoso, vigilancia, formas de atemorizarnos para silenciarnos y buscar que dejemos de defender derechos humanos. En mi caso, por ejemplo, además del acoso y vigilancia, han habido constantes represiones e incluso, como lo he denunciado hasta el día de hoy, la muerte de mi hermano pues es muy cercana a uno de los casos que estaba acompañando, y es una situación en donde dejaron señales de la institucionalidad que podría estar implicada en la muerte de mi hermano, en el asesinato de mi hermano, como lo fue dejar chalecos de la Policía Nacional Civil, armas que aparecen registradas a nombre de los cuerpos de seguridad del Estado, y esto justo en el marco del inicio de un caso emblemático como lo fue el caso Molina Teisen. Entonces, es importante tener como ese contexto de que de forma individual y de forma colectiva están buscando silenciarnos, porque el contexto de lo que se está disputando en Guatemala, que es la memoria, que es no solo es la memoria, sino también es el futuro de este país, en donde hayan libertades y derechos humanos, está en juego. Esteban était en train de commenter les différentes formes qui sont employées pour faire taire de manière individuelle ou collective les défenseurs. Dans mon cas, pour reprendre ces mots, mon expérience a été très difficile depuis le début de travailler sous surveillance constante, différentes menaces, harcèlements divers et variés, pour justement faire arrêter mon travail. La répression est constante, mon frère a été assassiné, et des preuves permettent de démontrer ou de penser que la police ou les forces de sécurité ont été impliquées dans l'assassinat de mon frère. On a retrouvé des armes qui ont été enregistrées au nom de la police, etc. Et cet assassinat pourrait être lié à un cas emblématique qui est le cas Molina Teisen, que j'ai accompagné en tant qu'avocat. Et donc, c'est important, encore une fois,
d'avoir en tête ce contexte qui pousse justement à la menace individuelle et collective des différents défenseurs dans un contexte donc, de dispute et de bataille pour la mémoire, mais aussi qui est en fait une lutte pour le futur du pays. Es importante mencionar que siempre he estado consciente del riesgo que significa defender derechos humanos en un país como Guatemala. Cuando inicié, porque ese es el inicio de mi lucha, fue acompañando casos de violencia de género. Y eso significó que el sistema patriarcal, como el que impera en Guatemala, me acusara de traicionar los pactos patriarcales. Pero esa escalada de violencia ha subido conforme el nivel de los casos que he acompañado hasta convertirse en una violencia de Estado, ¿verdad? En una violencia constante que hace hostil que yo pueda seguir defendiendo los derechos humanos. Y es ahí donde el acompañamiento de organizaciones como Acobate y como el colectivo, pues se vuelve un soporte trascendental para no sentirnos solos, para saber de que cuando algo nos pase, pues si en todo caso llegara a suceder incluso la muerte de mi persona, pues hay alguien que tiene conocimiento que no fue por delinquir, que no fue por hacer algo malo, sino que fue por buscar justicia y acompañar a otros seres humanos que igual como yo, lo único que pedíamos es vivir una vida digna. Donc c'était important de mentionner de nouveau et d'être conscient des risques qu'implique être aujourd'hui au Guatemala un ou une défenseur des droits. Depuis mon expérience et depuis le début de ma pratique d'avocat, j'accompagne des cas de violence contre les femmes qui m'a valu aussi des accusations de trahir l'ordre patriarcal en place et d'activer une chaîne de violence infinie. C'est pour ça que l'accompagnement comme Acobate ou le collectif Guatemala ou l'accompagnement international devient très important justement pour lutter contre l'isolement des défenseurs, se sentir moins seul, mais aussi pouvoir témoigner des observations qui ont été faites et des luttes qui sont menées, c'est-à-dire témoigner que non, nous, les défenseurs, ne nous sommes pas des délinquants, mais que nous menons bien notre travail pour exiger l'application de nos droits et atteindre une vie digne pour tous et toutes. El punto más álgido o más fuerte de la violencia que he vivido fue cuando la justicia transicional, que era un caso que estaba acompañando, se cruza con casos del presente en donde de nuevo vuelven a salir señales de violencia política, como lo es la tortura. Cuando empiezo a acompañar los casos de tortura y un caso emblemático como lo fue Hogar Seguro, y lo es Hogar Seguro, la escalada de violencia es cuando se vuelve más fuerte y sucede el asesinato de mi hermano y sucede también las vigilancias y acoso que hasta el día de hoy pues se mantienen, ¿verdad? Hay momentos en donde han disminuido y eso ha sido gracias al trabajo de acompañamiento político y de acompañamiento físico que Acobate hizo y tuvo la capacidad de hacer en su momento. Para nosotros como defensores de derechos humanos es importante no estar solos, sobre todo en países como Guatemala, donde las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados y de estructuras de corrupción e impunidad es muy grande. El tener a otras personas que nos puedan dar el soporte, como lo ha hecho Acobate, pues ha sido vital. Les moments les plus forts que j'ai vécus ont été liés à des sensations justement de sentir des processus de justice transitionnelle, donc historiques,
qui viennent, quand ces processus de justice transitionnelle viennent se croiser avec des cas plus actuels, comme c'est le cas du Hogar Seguro, avec aussi tout ce que cela implique en termes de menaces et d'expériences réelles, comme l'assassinat de mon frère, par exemple, qui sont des violences passées, présentes, transversales, qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui. Ces violences, il y a des moments où ces menaces, il y a des moments où elles diminuent, elles sont moins fortes, et c'est, je crois, possible grâce à l'accompagnement physique et politique d'organisations comme Akogwate. Donc, pour nous, les défenseurs des droits humains, c'est important de ne pas être seuls dans cette relation, dans ce rapport de pouvoir qui y est mis en place face à un système, un État ou une structure, un État en tout cas corrompu et avec beaucoup d'impunité. Et donc, c'est important de compter sur d'autres personnes. Esteban, si quieres cerrar. Sí, yo quiero finalizar precisamente diciendo que la criminalización de Acoguate nos manda un mensaje muy fuerte a quienes estaban siendo acompañados por ellos, y que fue que el poder que ellos intentan ostentar para callarnos es muy grande, ¿verdad? Y efectivamente los miedos vuelven, los peligros vuelven, porque el retiro de Acoguate para nosotros acá en Guatemala se mantiene más latente que nunca. Y yo quisiera cerrar diciendo que esperamos, o espero, no convertirme en un mártir más por luchar por una vida digna, y esperamos de que a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, pues si en su posibilidad está hacer algo por acompañarnos, por unir nuestras voces, por hacer más fuertes nuestras voces, pues nosotros desde acá de Guate lo solicitamos y se los agradecemos. Un abrazo fraterno a todos y gracias por el tiempo y por la escucha. Pour terminer, j'ajouterais que la criminalisation de Akogwate a aussi été pour nous, ou en tout cas nous a envoyé à tous et toutes un message très fort qui augmente les risques pour les défenseurs, qui fait revenir la peur et qui rappelle que plus que jamais, il est important de continuer à lutter. J'espère que depuis la France, depuis où vous nous écoutez, vous pourrez aussi transmettre ce message et permettre de donner des échos à nos voix. Merci beaucoup à tous et toutes. Muchas gracias a ti, Esteban, por tu presencia y este mensaje. Merci à toi, Esteban, pour ce témoignage, ce message. Je sais pas, je crois qu'on arrive au temps prévu. Merci à tous et toutes. J'ai pas eu l'occasion de regarder le chat s'il y avait des questions. Si c'est le cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, le collectif Guatemala, pour avoir plus de questions. On sera super content de pouvoir discuter avec vous. Et voilà, n'hésitez vraiment pas. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations. Et puis, encore à Non-Violence 21, Esteban et toi, Ophélie. Je te rends la parole, Mathieu. Merci beaucoup, Esteban, Ophélie et Nora. Il n'y avait pas de questions dans le chat, mais Isa Escoffier qui dit, et qui je pense représente bien ce qu'on pense tous et toutes ici, qu'elle est très impressionnée par Esteban, par son témoignage, et qu'on ne lâche rien sur les droits humains et qu'on va essayer de vous aider. Donc voilà, il y a eu des dons, notamment pendant cette prise de parole, et merci à tous. Donc, comme j'ai déjà dit, une partie des dons sera reversée à chaque association, donc notamment au collectif Guatemala. Je vois que dans le chat, Oisin à lever la main. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Merci, Esteban, Nora. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bon courage, Esteban, pour cette situation compliquée. Bon courage à Akogwate et au collectif Guatemala, de manière qu'on connaît depuis longtemps
en tant que membre de Non-Violence 21 et qu'on va continuer à soutenir. Voilà, et comme le disait Nora, n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur cette très belle association. Je vous partage juste avant que vous partiez un dessin qui a été fait par Étienne le temps de cette intervention. Voilà. On peut voir donc deux petits bonhommes avec un panneau intervention civile qui protège de la fermeture des dents. Voilà. Je pense que ça représente bien la mission de l'intervention civile de paix. Un dessin vaut mieux que de grandes phrases, je crois que ça le prouve encore une fois. Étienne, tu vas reprendre un peu la parole parce que tu as d'autres dessins à nous présenter sur ce thème, je crois. Oui, je peux vous montrer dès que j'avais fait déjà sur le thème, là, voilà, l'intervention civile de paix. Voilà, il part avec un P. Voilà, j'en avais fait un autre comme ça, c'était il y a déjà un moment, donc toujours pour la revue Alternative non violente, voilà, où le ciel orageux et s'éclaire. Voilà, j'en ai fait un tout dernièrement sur l'Ukraine, avec, voilà, fichez-moi la paix, le Poutine qui dévore l'Ukraine et le Non-Violence Peace Force qui arrive. Fichez-moi la paix. Voilà, donc oui, c'est un thème que j'ai déjà pu aborder. Merci Étienne pour ces beaux dessins et pour ceux que tu nous fais ici en direct. Voilà, on rappelle que du coup ces dessins sont publiés dans la revue Alternative non violente, notamment régulièrement. Donc voilà une super revue trimestrielle sur la non-violence. N'hésitez pas non plus à aller vous renseigner et éventuellement à vous abonner.